Sert en distribuant beaucoup d'argent. Bonsoir, bonsoir à tous. Comme je l'avais si bien souligné cet après-midi, je fais allusion à tous les Sénégalais qui... Voilà, comme je l'avais si bien souligné cet après-midi, j'allais m'exprimer sur mon analyse du CFA, donner quelques exemples, répondre à quelques questions, parce que effectivement, suite à ma prise de position et à ma prise de position sur le CFA et mon appréciation sur le comportement de Kémy Séba que j'ai qualifié de voyeurisme, et suite à cette déferlé des mois que je comprends et que je comprends tout à fait, et que chacun soit libre de s'exprimer à condition d'apporter une contradiction suite à toutes ces insultes que j'ai reçues et qui m'ont énormément fait plaisir. Là, je suis vraiment sincère avec vous. Ces insultes m'ont énormément fait plaisir. Ces insultes m'ont grandi encore, bien au contraire. Je voudrais partager, avant de commencer ce direct live, partager un extrait d'un débat au Sénégal, un débat au Sénégal entre un rappeur, un chanteur rappeur, un artiste rappeur qu'on appelle le Fou Malade, et Kémy Séba, qui a eu au Sénégal. Je ne pourrais pas vous montrer, en tout cas, tous les débats qui durent quand même plus de 30 minutes ou 40 minutes presque. L'émission qu'on appelle le Grand Rendez-vous qui a eu lieu le 31 janvier 2014 au Sénégal. Je ne pourrais pas vous montrer tout le débat. Je vais essayer de me transformer voilà, et de me transformer en homme de médias, essayer de calibrer un peu, de vous montrer un petit bout, petit extrait de ce débat très important, et que chacun d'entre vous peut suivre et après aller chercher, voir sur YouTube, sur Internet, dans votre outil de recherche, de taper Fou Malade dans le Grand Rendez-vous du 31 janvier 2014 avec Kémy Séba. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, et d'avoir plusieurs Africains défenseurs de cette Afrique, et chacun a un rêve, a un idéal d'Afrique. Mais c'est très intéressant. Je vous propose de juste... Je vais essayer de m'adapter pour que vous puissiez suivre, juste avoir quelques séquences de ce débat. Et ensuite, je vais exposer, enfin réformuler ou exposer, en tout cas, donner mon appréciation encore, et donner mes solutions, en tout cas, pour renforcer le franc CFA qui doit être renforcé, et donner mes solutions pour cette intégration, en tout cas africaine, et faire mes propositions, comment l'Afrique pourrait être beaucoup plus forte, et que donner aussi, proposer mes solutions, que l'Afrique peut se développer, et que ce n'est pas le franc CFA qui est un frein réel au développement de l'Afrique. Et je donnerai, après ce débat, je vous donnerai mon appréciation. Donc je vous dis à tout de suite, je vous laisse juste suivre la séquence. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Coucou à Corona Sekongo. Merci de me rejoindre, et puis je vous dis, je reviens tout de suite vers vous. Je vous laisse apprécier ce débat, chacun à sa façon. Joël Jojo, bonsoir. Frangine, bonsoir. À tout de suite. Malantala, alias Fou Malade. Vous êtes un rappeur connu du milieu hip-hop au Sénégal. Vous êtes aussi un artiste engagé. Notamment, on vous connaît dans le Y'en a marre. J'ai envie, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est comment va cette structure Y'en a marre? Y'en a marre se porte très très bien. D'ailleurs, même le 18 janvier, c'est l'anniversaire du mouvement Y'en a marre que nous avons fêté avec Agnès Timbar, en soutenant les populations à construire, à réhabiliter le bloc sanitaire, les toilettes. Parce que c'est de l'argent que nous avons reçu des Sénégalais de Bordeaux
qui ont voulu soutenir les populations qui sont dans les inondations. Ils nous avaient proposé d'acheter des matelas et des couvertures. On a dit non. Il y a une école, il y a des enfants qui étudient là-bas. Il y a le bloc sanitaire qui ne va pas. Il y a les ardoises qui sont délabrées. Les toits qui sont délabrés, il faut réparer ça. Donc nous avons choisi cela parce qu'à côté de quelques dirigeants politiques qui fêtent leur anniversaire en distribuant beaucoup d'argent, en faisant la bamboula par-ci et par-là. Oui, le mouvement Y en a marre choisi. Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tous les Sénégalais qui, de par des soirées dansantes, de par des soirées de gala, de par des anniversaires, distribuent comme ça de l'argent, alors qu'il y a des Sénégalais de l'autre côté qui souffrent. Donc, comme on voit, il y a de quoi avoir inquiet. Pourquoi? Parce que la médiation pénale, c'est pour une catégorie de personnes bien définies. Il faut que tu appartiennes à une famille, peut-être religieuse, il faut que tu sois parent de tel ou de tel. C'est une histoire de passe-droit qui continue encore. Et pourquoi on ne parle pas des peines alternatives alors que des jeunes de Guédiawaye, de Pikine, de Guinaw Rail, de Yeumbeul sont en train de croupir, qui sont encore 7 ans en détention préventive. Donc, je veux dire que cette histoire de médiation pénale, ça pose la question du problème de l'équité de la justice. Je veux dire que quand on parle encore de médiation pénale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vole 6 milliards et demain, tu nous rends une partie et tu es libre. Ça veut dire quoi? Ça encourage même d'autres personnes à être de très bons opérateurs politiques parce que la politique devient encore un moyen, un fonds de commerce. On devient politicien pour se faire de l'argent et non pour satisfaire les besoins du peuple sénégalais. Ça devient une affaire de gros. Babacar, merci. Je salue madame, je salue au fils. Moi, je commencerai par cette histoire de jeunes qui ont suivi le Malal. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ces jeunes sortent de prison? Il y a plus de jeunes emprisonnés parce que ces jeunes qui ont été emprisonnés, ils sont emprisonnés après les événements du 27. C'est important de clarifier. Il fallait voir, j'avais toute la liste de ces jeunes qui étaient emprisonnés. Et pour ces jeunes qui ont été arrêtés, j'avais moi-même le dossier. J'étais en charge de ce dossier pour les libérer. Tous ces jeunes sont libres. Et nous sommes en train de travailler pour que ces jeunes soient indemnisés. Y en a marre n'est pas dans le folklore, n'est pas un parti politique qui à chaque fois fait un communiqué de presse pour dire nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Parce que nous ne cherchons pas des voix, nous ne cherchons pas un nombre de personnes, parce que nous ne réfléchissons pas politique. Ce n'est pas notre démarche. Ce que nous faisons pour ces jeunes-là, c'est de dire à ces jeunes-là, pendant de longues années, pendant plus de 50 ans, la jeunesse est manipulée soit par les confréries, soit par les politiciens. Ils sont toujours à la solde d'un homme. Parce que pour amener les jeunes à penser de manière clanique, Y en a marre travaille à sensibiliser ces jeunes-là pour qu'ils apprennent à se prendre en charge. Pour que ces jeunes apprennent à être autonomes, c'est important. Il faut rappeler que Y en a marre, c'est quoi? C'est un état d'esprit, un vécu quotidien dans l'autonomie de la pensée et de l'action. C'est quand même très important de le dire. Maintenant, il est facile de dire que Y en a marre ne fait absolument rien. Le contexte n'est pas le même. On était dans un contexte de violation d'une constitution où les Sénégalais de l'opposition, les Sénégalais de la société civile et les Sénégalais qui ne se réclament d'aucune organisation se sont mis ensemble pour dire non à une forme d'injustice, c'est-à-dire le ticket présidentiel, c'est-à-dire la candidature de Abdoulaye Wade. Pour des questions constitutionnelles, la constitution pour Y en a marre
C'est comme le Saint-Coran pour les musulmans, c'est comme la Bible pour les catholiques, c'est comme la Torah pour les juifs. C'est très très important. Quand tu veux violer, quand tu touches le Coran, les musulmans se manifestent. Quand tu touches la Constitution, quand on est un bon citoyen, on doit se manifester. Maintenant, il y en a marre. La différence, c'est que la Constitution peut certaines fois ne pas être bonne, alors que les livres dont tu viens de parler... Oui, mais je veux dire que par rapport à tout ça, nous voulons dire que même la Constitution, c'est juste des écrits. Parce que quand même, quand c'est député... Donc c'est le contraire de ce que tu Oui. Quand c'est député, je veux parler de la force du peuple sénégalais, la force des peuples. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de pouvoir que celui du peuple. C'est le peuple qui est fort et c'est le peuple qui est capable de changement, de transformation. Ce Sénégal dont on parle là, ou bien cette Afrique dont nous rêvons belle, dont nous rêvons riche, dont nous rêvons indépendante, son indépendance dépendra de la détermination et de la volonté, de l'autodétermination d'une jeunesse engagée surtout. Donc quand je parle de tout ça, je voudrais dire que le ticket présidentiel, il n'a pas été voté, tout simplement. Il allait être une société d'une masse critique forte. Parce que nous avons eu l'exemple, toutes les personnes qui ont travaillé pour changer quelque chose, après ils ont rejoint le système. Abdoulaye Wade l'a fait avec Diouf, mais il n'a jamais réussi à changer quelque chose dans le système de Diouf. Les gens de la gauche qui aussi sont venus travailler avec Wade, Decroix, finalement, Decroix est un peu confondu à un libéral. Et aujourd'hui, ces gens qui sont en train du Parti socialiste, de l'AFP, et d'autres mêmes personnes qui sont venues travailler avec Macky Sall, ils sont en train de dire oui, Monsieur le Président. Je veux dire que tu es obligé, au nom de la solidarité gouvernementale, de toujours dire oui, Et Y en a marre, c'est pourquoi Y en a marre a choisi de dire non. Non, laissez-moi continuer un peu. Y en a marre, c'est deux jambes, c'est deux ailes. C'est l'aile de la contestation, mais c'est l'aile aussi de la construction. Oui, yes. Mais les gens, la presse en général, s'intéresse à tout ce qui est spectaculaire chez Y en a marre. C'est-à-dire que la presse s'intéresse au chien, ne s'intéresse pas au chien qui a mordu la personne, mais plutôt à la personne qui a mordu le chat. Est-ce que tu vois à peu près l'image? Donc, ce que Y en a marre, oui, ce que Y en a marre, fait de très intéressant dans la construction. Je veux juste vous expliquer la personne à côté qui n'arrête pas d'interpeller à tout moment, c'est Kémy Séba qui interpelle tout le temps. Je casse par exemple la tête d'un journaliste ici, ça aurait été repris par... On va essayer. Ouais, ça va être difficile. Toute la presse va reprendre. Donc je vais rebondir sur ça. Non, Malal, moi je... À côté, quand il faut dire au système, il faut faire ceci et cela, il faut aussi que la jeunesse s'engage. Moi, je prends l'exemple des jeunes de Guédiawaye qui se sont engagés à demander à la mairie un espace et en faire un centre de formation et de réinsertion au métier des cultures urbaines. Et si on un centre de formation et de réinsertion au métier des cultures urbaines. Et si on attendait l'État pour avoir ces moyens-là, peut-être qu'on n'en aurait pas. On a eu ces moyens-là parce que nous refusons d'être un fardeau. Nous sommes un moyen. Nous refusons d'être un fardeau. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps, la jeunesse a été un fardeau. On la porte. Nous avons besoin d'une jeunesse qui se dit que je suis la houe, je suis la daba, je suis la charrue, je cultive la terre, je suis indépendant. Oh yes! Un problème devient finalement la solution. Bonsoir Malal. Je pense que vous êtes là aussi pour nous parler de votre association G-Hip-Hop. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'une association qui regroupe les acteurs du mouvement hip-hop de la commune d'arrondissement de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye.
là où j'habite, là où j'ai fait mes classes, le lycée Mamoulaye, le collège Pikine Est, l'école Pikine 19, là où j'ai appris à rapper, là où je suis, là où j'ai été formé en réalité, qui est un quartier très très difficile, mais nous avons compris que le rap était, que le hip-hop était, pousser les jeunes à se prendre en charge, et puis le hip-hop comme alternative à l'échec scolaire. Parce que quand on voit ce genre d'initiative, on peut qu'être admiratif, je veux dire. Parce que quand vous nous parliez d'un certain NTS, d'un nouveau type de Sénégalais, je pense que ce genre d'initiative en est exactement un bon exemple. Parce que peut-être que, comme vous le disiez tantôt, hein, quand un chien mord une personne, je ne sais pas c'était quoi l'exemple, on peut parler de ce qui s'est passé lors des élections où vous avez eu une altercation avec le rappeur Gaston, ou bien quand on vous voit à la télé insulté ou avec Boops où vous parliez de l'homosexualité, ça venait un peu en porte-à-faux avec les valeurs que vous essayez de vulgariser auprès de la jeunesse. Parce que je me dis que, aussi bon que puisse être le contenu, quand le contenant est sale, je veux dire, on a beau vous donner, que ce soit très bon, quand on vous le met dans un bol qui est un peu dégueulasse, vous n'allez pas le consommer. Donc j'avais un certain problème par rapport à ce type de communication, parce que peut-être qu'on peut comprendre que c'était dans une logique de vouloir heurter pour que le message puisse passer, mais je me dis que quand on est devant des jeunes et qu'on est suivi par des millions de Sénégalais qui, pour la plupart, n'ont pas un certain âge, il serait bien d'avoir, comme vous l'avez eu tout de suite, je veux dire, un discours posé, un discours courtois pour que le message puisse passer. Ça dépend. Le discours courtois dépend de ce qu'on dit. Dépend de ce qu'on dit. Si vous me parlez tout de suite des Gordigen, je vais redire ce que j'avais dit. Oui, je veux dire. Je veux dire, vous pouvez le dire. Je ne suis pas encore dans cette fausse morale sénégalaise. Il ne s'agit pas de fausse morale. Mais je ne suis pas dans... Il faut savoir faire la part entre l'hypocrisie... Mais c'est de l'hypocrisie quand les Sénégalais disent... On a des valeurs... Il faut savoir bien parler. Non, parce qu'il y a une manière de parler. Je ne suis pas dans cette formalité-là, moi. Je veux dire que nous, quand on veut parler d'un nouveau type de Sénégalais, je parle de là. Je vais essayer d'avancer un peu. Moi, je suis formé par le mouvement hip-hop. J'ai le droit. Mais il y a des rappeurs qui font passer leur message sans pour autant être désobligeants par rapport aux personnes. Mais les rappeurs sont différents. Il y a un journaliste qui joue dans la satire. Il y a un autre journaliste qui joue dans un autre style. Non, c'est sûr. Mais quand un rappeur porte un message qui est le nouveau type de Sénégalais, ce nouveau type de Sénégalais... C'est des tempéraments. Mais le nouveau type de Sénégalais, il a aussi un tempérament. Oui, le nouveau type de Sénégalais, des fois. Mais il peut faire passer son message. Attends, quand tu me dis, quand vous m'interpellez, quand on m'interpelle sur une question chargée d'indécence, telle que l'homosexualité, mais vous pouvez répondre avec décence, parce que le Sénégalais est un homme courtois. Le nouveau type de Sénégalais doit être un homme courtois. Au Sénégal, il y a des insultes, et les insultes, ça, ce n'est pas nous les jeunes qui l'avons inventé, nous l'avons trouvé ici. Oui, mais c'est pas pour autant que... On ne devrait pour autant pas les reprendre. Non, je peux me permettre juste d'en placer une, je vais très court parce que le nouveau type de Alors vraiment, il faut écouter cette séquence, elle est très importante. Pour qu'il n'ait pas fait de déplacement pour rien. C'est Kémy Seba qui s'exprime. Pour résumer rapidement, déjà, à travers le frère Malal, je tiens à passer mes salutations à un ami, quelqu'un que j'aime profondément, Tiat. Il est aux États-Unis. Oui, je sais bien, qui est vraiment un frère que j'estime profondément. Paradoxalement, on a le même parcours sur beaucoup de points, c'est-à-dire qu'on a tous connu la prison face à des gouvernements iniques. Moi, c'était face au gouvernement Sarkozy, vous face au gouvernement Wade. Pour être le plus synthétique possible, j'ai un profond problème... surtout quand je t'écoute, même si je peux me reconnaître dans beaucoup de points. C'est pour ça que dans ce que je te dis, entends bien que je le dis avec affection, parce qu'un révolutionnaire sans affection, c'est quelqu'un qui a été dans l'escroquerie. D'accord ? On a accueilli il y a quelques semaines Simon, qui a parlé à sa façon, qui a exposé ses projets, qui fait partie du collectif qui est le tien. D'accord, il y en a marre. On t'a accueilli ce soir, on entend beaucoup de violence,
je ne vais pas me poser en censeur parce que ceux qui me connaissent savent que je sais l'être aussi. Mais j'ai quand même un problème profond qui commence à se poser et j'ai regretté de ne pas l'avoir dit la dernière fois à cause peut-être d'un lien trop affectif que j'ai avec vous. Et je pense qu'il faut, malgré l'affection que je peux avoir avec certains de membres de Y en a marre, dire certaines vérités. On a l'impression que Y en a marre est en train de devenir ce qu'il critiquait chez les autres. Je vais m'expliquer. Vous êtes une organisation qui a un point de vue, qui a une démarche, qui a un programme, qui a des axes. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire. Dans le même temps, on a l'impression que lorsque des réflexions, qui ne sont pas toujours des critiques qui vont dans le cadre de la déconstruction viennent, elles sont balayées tel un revers de main, comme si Y en a marre ne doutait jamais. La première qualité d'un révolutionnaire, c'est de se remettre en question. Y en a marre a reçu des financements d'ONG qui ne sont pas les amis des Africains. Oxfam, d'accord ? Ce sont des officines mondialistes qui aujourd'hui sont les nouveaux relais du colonialisme sur le continent africain, il faut le dire, d'accord ? J'ai eu l'occasion de parler de ça avec le frère Fadel Barro ou avec Tiat, qui en privé ont une autre attitude que le public. En privé, ils peuvent reconnaître certaines choses, mais en public, on a l'impression qu'il y a un refus de dire qu'on a pu se tromper sur tel ou tel sujet. Moi, j'aimerais t'entendre me dire ce que tu penses, mon frère, et je le redis encore une fois, en paix. La critique pour la critique, c'est bien face aux ennemis, mais en famille, c'est bien qu'on soit dans la construction. Quel est ton regard sur ça? D'abord, ce que tu dis avec Tchad ou avec Kilifeu ou avec Fadel Barro en privé ne m'engage pas. Ça engage, il y en a marre. Ça ne m'engage pas. Parce que vous l'êtes dit en privé. Non, mais là, je te le dis en public, là, maintenant. Normalement, là, je parle à ce que vous dites en privé, vous le gardez. Non, parce que c'est un point. Non, ne décale pas le débat. Non, je ne décale pas le débat. Le sujet, c'est de parler d'un problème de fond qui est que Y en a marre à l'heure actuelle. Aujourd'hui est un mouvement qui donne de l'espoir, qui nous donne de l'espoir à moi en premier, qui donne de l'espoir à Nina, qui donne de l'espoir à toutes les personnes dans cette salle. Je suis parfait. Et la chose qu'on demande, c'est que sur ce point-là maintenant, qu'on soit aussi clair sur le terrain public, sur le fait que quand il y a des fautes, quand on a un criminel comme Laurent Fabius qui vient, d'accord, qu'on puisse reconnaître, que Y en a marre puisse reconnaître que ce colonialiste... C'est comme quand je vous demanderai, vous recevez des financements de l'Iran? J'assume, je préfère recevoir des financements de l'Iran. Vous recevez des financements de l'Iran? Attends, je vais te dire. L'Iran c'est important. est un pays qui vend des armes. À qui? Oui. À qui? Il y a moi, des armes de l'Iran. Des armes de l'Iran. Attends, moi je préfère être proche de l'Iran. Je préfère être proche de l'Iran. Je suis pas d'accord avec toi. L'Oxfam, ce sont des organismes sionistes. L'Iran est un pays anti-impérialiste. C'est la différence entre toi et moi, mon frère. Ce que tu dis, c'est la différence tu es là habillé. Tu es là avec des tenues que je produis. Non, mais ça c'est une tenue de la colonisation arabe. Ah bon? Oh, merci. C'est une tenue de la colonisation. Merci. Et entre ça et ta veste en jean, je préfère mon boubou. Mais c'est de la colonisation arabe. Entre ça, c'est de la colonisation arabe. et ton bonnet, important. je préfère mon boubou. Non, je préfère. Et tu vois le problème. On est en plein dans ce que je dénonce. On est en plein dans ce que je dénonce. Vous refusez la critique. On ne refuse pas la critique. Particulièrement. Je ne le refuse pas. Tiat accepte. D'autres acceptent. Tu n'acceptes pas. Je n'accepte pas parce que colonisation. c'est des aberrations. Regarde ta veste en jean. Tu dis des aberrations. Mais tu dis des aberrations. Eh bien voilà. Tu me parles. Regarde comment tu es. Tu me parles. Et tu n'es pas capable d'accepter la remarque des autres. Je n'accepterai pas ta remarque. Mais moi, pourquoi? Tu m'écouteras. Dis-moi. Tu m'écouteras. D'accord. Tu me dis Oxfam, Osiwa, etc. Je n'ai même pas cité, mais tu rajoutes du loin mon moulin, merci. Non, parce que Y en a marre. J'ai dit Oxfam. Y en a marre a dit nous avons reçu de Oxfam. Oui. Nous avons reçu de Osiwa. Oui. Nous avons reçu de tel. Ça dit, ça, que Y en a marre est très transparent. Ça, c'est deux. Mais est-ce que vous avez dit que non, vous pensez que c'était une bonne chose ou pas? Écoute-moi. C'est ça la question. Ça, c'est une appréciation. C'est pas une appréciation. Oxfam est une officine. Non, c'est très relatif. Arrête. Combien d'ONG reçoivent de l'argent et ne le dit pas, de la société. Mais vous êtes des exemples, contrairement aux autres. Non, je te le dis. Comme vous le demandez aux autres aussi, vous critiquez. Quand tu me dis, il faut être sérieux, mon frère. C'est toi qui n'es pas sérieux. Non, tu n'es pas sérieux parce que tu ne refuses pas certaines choses. Tu m'as fait un parallèle très grave. Tu n'es même pas digne de toi. Tu compares l'Iran aux officines sionistes, à des gens comme Laurent Fabius. Mais l'Iran, c'est qui l'Iran?
l'Iran, je préfère des Mahmoud Ahmadinejad qui dirigent les pays des non-alignés. Je ne crois pas à ces gens-là. Ben moi, je crois encore je ne crois pas aux Iraniens, aux oligarques occidentaux, mon frère. Pourquoi je devrais croire à l'Iran aux oligarques alors que c'est la guerre un peu partout? Et quoi? J'ai pas compris. Tu me parles de l'Iran alors qu'ils distribuent, qu'ils vendent des armes à la Casamance. Qu'ils vendent des armes à la Casamance. Mais ça, tout le monde Quand même, les choses qu'ils vendent des armes à la Casamance. Et tu te dis africain, Ils passent par la Gambie. de CNN, mon frère. Ils passent par la Gambie pour vendre des armes à la Tu es Casamance. vraiment fou et malade. Non, tu me... Bon. Voilà, j'ai essayé de mettre fin à la séquence. Très bien. Voilà, j'ai essayé de mettre fin à la séquence. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient suivre l'intégralité de ce grand débat sur les plateaux sénégalaises, peuvent aller sur YouTube et puis voir l'intégralité de ce débat qui est passionnant et que chacun puisse apporter, voilà, faire son appréciation personnelle. Pourquoi j'ai mis cette séquence? Je l'ai jugée très importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que sur ce plateau de télé, nous avons plusieurs Africains. Voilà, nous avons des frères et sœurs africains et chacun a en tout cas son idéal de panafricanisme sur ce plateau de télévision où ce débat était passionnant, un peu, comme on dit dans le jargon, un peu chaud, mais il est nécessaire. Sur ce plateau, il y avait effectivement le président de ce grand mouvement qui a essayé de protéger la constitution sénégalaise, Souad, donc le mouvement qu'on appelle Y'en a marre. Donc chacun a pu quand même observer qui était le rappeur, l'artiste rappeur Fou Malade, qui est dans un panafricanisme de la contestation, mais en même temps de la construction. Il conteste, mais il est dans la construction. Nous avons aussi sur ce même plateau une femme, et heureusement qu'il y a une femme sur ce plateau, qui elle est dans ce panafricanisme de la justice sociale, donc de l'égalité, de la justice sociale. Nous avons aussi un autre panafricain qui a posé sa question surtout sur l'homosexualité, celui qui défend, en tout cas, qui a sa forme de panafricanisme, mais qui défend les droits des homosexuels, donc qui est très proche de Kémy, voilà. Les droits des homosexuels. Et puis nous avons aussi Kémy Séba, aussi qui a sa forme, de panafricanisme, mais plutôt ce panafricanisme qui se soumettrait au pays du Golfe, et lui-même qui l'a reconnu, c'est pas moi qui l'ai dit, parce que je l'ai suggéré dans ma précédente vidéo, et beaucoup d'internautes m'ont posé la question de savoir, d'apporter des preuves effectivement que Kémy Séba était financé, en tout cas par les pays du Golfe. La preuve, elle est là, c'est pas moi, et lui-même l'a affirmé. Il s'est dit fier d'être soutenu par les pays du Golfe, notamment par l'Iran. Mes frères et sœurs, toutes les personnes qui sont connectées, qui me suivent, je voudrais juste, et à toutes les personnes en tout cas qui m'ont injurié, donc comme je l'ai dit dans mon introduction, ça m'a énormément fait plaisir. Ces injures m'ont grandi, m'ont donné encore plus de force à relever d'autres challenges. Je voudrais dire une seule chose à vous tous qui soutenez Kémy Séba. C'est une très bonne chose parce que c'est votre frère noir. Vous le soutenez. Je ne le déteste pas. Loin de là, mais je ne suis pas d'accord avec son attitude et je ne suis pas d'accord avec ses soutiens, parce que Kémy Séba, qui est soutenu par les pays du Golfe, je vous demande d'enseigner en tout cas l'histoire de la colonisation, parce qu'il me semble, pour moi, pour ma part, que Kémy Séba ne connaît rien de la colonisation, il ne sait rien de l'Afrique, il ne sait rien des traites négrières, il ne sait rien de l'esclavage. Donc je demande vraiment à toutes ces personnes proches de Kémy Séba ou loin de Kémy Séba qui le soutiennent, d'apporter vraiment de la documentation, de la connaissance à Kémy Séba afin qu'ils comprennent exactement ce que c'est que la colonisation. Avant que les Africains n'arrivent sur le territoire européen, la colonisation a bien commencé aussi dans les pays arabes. Donc aujourd'hui,
qui sont son soutien à lui. Donc moi, en tant que panafricaine, dans mon idéal, en tout cas du panafricanisme, dans mon idéal de cette Afrique dont je rêve, cette Afrique dont je rêve belle, cette Afrique dont le rêve doit être une Afrique d'amour, harmonieuse, d'égalité, de chance, une Afrique de développement, une Afrique de développement. Je ne me vois pas, en tout cas, où ma descendance, où mes enfants, mes petits-enfants, voient cette Afrique être soumise au pouvoir, être soumise à l'idéologie des pays du Golfe. Je refuse de cette Afrique noire. Donc je ne peux pas soutenir Kémy Sébac et je juge son attitude, je le répète encore, indécent. Il est jeune, il ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Il n'est pas né en Afrique, il n'est pas né sur les feuilles des bananiers, il ne connaît pas le village. Il est né à Strasbourg, il ne sait rien de la colonisation. Quand Kémy Sébac est soutenu par les pays du Golfe et est fier d'être soutenu par les pays du Golfe et il accuse que le blanc, je pense qu'il ne sait rien de l'Afrique, il ne sait rien de la colonisation. Les Africains ont été colonisés par les Arabes, ils ont été maltraités par les Arabes. Et quand je vois Kémy Sébac qui est soutenu par ces pays du Golfe, moi j'ai honte de ce genre d'intellectuels africains qui ne savent rien de l'Afrique, que moi je nomme les II, donc les intellectuels idiots. Donc, je vais poursuivre pour essayer de clore un peu l'épisode de Kémy Sébac. Je voulais préciser aussi que ce rappeur sénégalais sur le plateau de télévision avec qui Kémy Sébac a eu vraiment une altercation, s'est trouvé toute la journée avec son mouvement Y en a marre au tribunal, au Sénégal, pour apporter, réclamer une relaxe à Kémy Sébac. C'est au-delà de l'incompréhension, au-delà des divergences, c'est aussi son sens de panafricanisme, de pouvoir pardonner son frère, aller à son secours quand il en a besoin. Donc moi, je voulais remercier en tout cas ce grand mouvement Y en a marre qui est au Sénégal, qui s'est trouvé toute la journée, en tout cas toute la matinée au tribunal, pour demander aux autorités, dans le respect des institutions, dans le respect des autorités, pour demander une relation de Kémy Sébac. Donc voilà l'information que je voulais vous apporter avant de continuer sur les autres questions qui m'ont été posées. Je voudrais dire bonsoir à Lydie Conan, bonsoir ma belle, bonsoir à Khalifa Sangaré, bonsoir à Zasso. J'ai eu ton message écrit, comme j'étais en train de faire passer la séquence, je n'ai pas eu le temps de te répondre. Effectivement, tu auras le titre tu auras le titre d'ici peu. Bonsoir à Jojo, je l'ai dit, et bonsoir à tout le monde, que je ne pourrais pas remercier, dire bonsoir à tout le monde pour ne pas mettre trop de temps et que la vidéo ne soit pas très très longue. Des questions m'ont été posées, surtout sur la politique économique. Comme je l'ai dit, j'ai répondu à je n'ai pas retenu les noms, mais en tout cas, sur la vidéo qui a été faite, il y a eu quand même plus de 500 commentaires. Et puis sur les 500 commentaires, il y avait plus de 400 injures à mon encontre, où des personnes, des personnes en tout cas, injuriaient ma personne, injuriaient ma famille. Mais vraiment, comme je l'ai dit, je le répète, j'ai le cuir chevelu qui est très solide. Je ne suis pas à mes premières injures, je ne suis pas à les dernières injures. Mais ça me glisse vraiment sur la peau. Bien au contraire, plus comme injure, plus je me remets, plus je me sens combattante, plus je me sens forte. Et plus je me dis au fond de moi que je suis sur le bon chemin. Parce que sur le bon chemin, on a beaucoup d'obstacles. Et ces injures sont comme des obstacles. Mais il faut les traverser, il faut les dépasser pour pouvoir réussir. Donc ces injures me glissent vraiment sur la peau. Je vous encourage à en faire encore plus. Bien au contraire, ça me motive à continuer. Donc voilà pour toutes les personnes qui ont eu des messages désobligeantes, mais ça c'est l'émotion. Mais j'aurais préféré avoir quand même des vrais débats avec certains que plus d'injures. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas obliger les uns et les autres à aller se cultiver, à aller apprendre pour comprendre aussi certaines mécaniques de la mondialisation. La mondialisation, ça peut être une chance, comme aussi ça peut être aussi une malchance si on ne sait pas s'y mettre, si on ne sait pas travailler, si on ne la comprend pas, si on ne sait pas s'organiser. Sinon, la mondialisation, elle a une part de chance, c'est aussi l'échange
libre-échange sur les marchés, on peut critiquer comme on peut apporter ses critiques. C'est aussi le fait d'être en Afrique, de pouvoir vendre ses produits en Europe, d'être en Europe, de pouvoir vendre ses produits en Afrique. C'est cet échange, donc depuis l'Antiquité qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc voilà, c'est l'échange commercial. Que ça plaise à des Africains ou pas, et qu'il y ait des Africains qui pensent que l'Afrique devait se renfermer sur elle-même, je ne partage pas cette idéologie avec enfin, cette pensée, parce que ce n'est même pas une idéologie, c'est une pensée que moi je trouve absurde. L'Afrique ne peut pas se renfermer sur elle-même, bien au contraire, elle doit s'ouvrir aux autres pour apprendre davantage, parce qu'elle est sur le chemin du développement, et moi je crois à cette Afrique qui va se développer et qui va réussir son développement grâce aux femmes et aux hommes, à la volonté des politiques de mettre en place des réelles politiques de développement. Zasso, oui, Zasso. Effectivement, je reviendrai vers vous. Donc, comme je disais, pour répondre à M. Totti, dont le nom me revient, qui habite Créteil, il me semble, qui a posé la question sur la politique économique. Je dis à M. Totti, qui lui a été, en tout cas, étudiant à l'université de Créteil, donc en économie. D'abord, je voulais dire à M. Totti qu'il a eu la chance d'être financé par son pays d'origine, qui a payé sa bourse d'études et d'être pris en charge par la France, qui est le colon, qui qualifie des colons. Donc voilà, M. Totti, vous avez quand même bien profité de l'aide de la France, donc de l'Europe, parce que la France n'est pas que la France est aussi l'Europe. Vous avez bien profité de l'aide de ce continent-là. Je trouve quand même un peu indécent de votre part, après avoir étudié en France, vous vivez en France, faire des affaires en France, continuer à entreprendre en France, de croire que une monnaie commune serait un enfreint à l'entrepreneuriat. Alors, si vraiment cette monnaie commune, comme dans la zone CFA, est un enfreint à l'entrepreneuriat, pourquoi vous avez réussi à entreprendre dans la zone euro? Cette question pourrait se poser, et je pense aussi qu'il faut vraiment réfléchir à la politique économique de l'Europe, à la politique économique des pays européens qui réussissent plus ou moins à mettre en place leur politique, parce qu'il y a des hommes, voilà, malheureusement, peut-être qu'il n'y a pas assez sur le continent, mais il y a des hommes en Europe, il y a des hommes politiques qui arrivent à penser à l'intérêt commun plutôt qu'à leur intérêt personnel. Donc, ce qu'on trouve beaucoup sur le continent, c'est qu'il y a des hommes politiques qui n'ont pas un réel projet politique, qui ont une idéologie, et donc ils nourrissent un sentiment de l'anti-français ou un sentiment de l'anti-blanc, et donc qui est suivi par des frustrations et qui pensent qu'ils peuvent réussir vraiment un développement, mais en réalité, on ne peut pas développer un pays s'il est exclu du reste du monde. La politique économique est aussi la volonté de l'État. Donc je voulais vraiment revenir là-dessus. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés sur le Maroc, le Ghana, le Nigeria. Pour rester vraiment prendre que ces trois pays, la politique économique est une volonté de l'État, est un projet de l'État. C'est la volonté réelle de l'État de pouvoir créer de l'emploi. Parce que l'économie rime avec emploi. L'économie, c'est la croissance. L'économie, c'est la stabilité. Un pays qui n'est pas stable ne peut pas réussir son développement. Un pays qui ne crée pas d'emploi ne peut pas booster son économie. Un pays qui ne réforme pas, qui n'a pas de réformes structurelles réelles, ne peut pas réussir sa croissance. Donc la politique économique, elle est basée aussi sur ces trois aspects, plus ou moins. Je ne suis pas professeur en économie ou spécialiste en économie. Mais pour le peu que je sais, au moins, c'est que l'économie, la politique économique, elle est basée sur la volonté des hommes politiques, la volonté de l'État. La volonté de l'État de créer l'emploi, de stabiliser ses crédits. Parce que les pays vivent à crédit, il faut stabiliser les crédits. De favoriser la croissance, de permettre à des classes populaires de pouvoir vivre décemment et dignement, donc de trouver un équilibre entre les classes riches et les classes pauvres. Parce que, figurez-vous, je donne un exemple, je prends mon pays qui est la Côte d'Ivoire, on a, mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire, on a des personnes qui sont très riches et des personnes qui sont très pauvres. On n'a pas une classe intermédiaire. Et donc la politique économique des États, c'est de créer cette classe intermédiaire, donc de mener des réformes pour avoir cette classe intermédiaire, parce que cette classe intermédiaire aussi consomme pour pouvoir relancer l'économie. Mais il faut que les États puissent travailler pour relancer leur économie. Et ça, c'est structuré. C'est là où c'est important. Voilà la difficulté des pays
en tout cas les pays africains et surtout les pays de la zone CFA. J'en viens. Nous avons le franc CFA, qui est une monnaie commune de la sous-région dans les pays francophones. J'entends beaucoup dire que le franc CFA est une monnaie du colon, le franc CFA est une monnaie du colonisateur, le franc CFA appauvrit l'Afrique francophone. Moi, je vous dis que non. Le franc CFA n'appauvrit pas l'Afrique francophone. C'est le manque de volonté réelle des États. C'est le manque de projets des hommes politiques. C'est l'incompétence des hommes politiques à réussir à relancer cette machine, à créer de l'emploi sur le continent, à organiser la jeunesse à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le franc CFA qui est un problème réel au problème de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, ou le franc qui est le problème en tout cas, des pays francophones. C'est le manque de volonté des États à relancer la croissance, manque de volonté des États à créer le plein emploi. Une monnaie commune, pour vous les panafricains que vous êtes, pour vous qui vous réclamez de cette Afrique unie, une monnaie commune, elle unit les États. Une monnaie commune, elle unit les États. Pour les panafricains que vous êtes, qui criez panafricanisme, panafricanisme, la monnaie commune, c'est le lien entre les États. C'est le lien entre les peuples. Ce qu'il manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est une politique commune des pays francophones. Ce qui manque à cette zone franc, c'est la politique commune des pays francophones, de mener des projets communs, d'entreprendre ensemble des projets, de créer ensemble de l'emploi. C'est ce qu'il manque aux pays de la zone franc. Regardez l'Europe. Regardez l'Europe. La France, qu'on dit, la France qui est pays colonisateur des pays francophones. Je ne sais pas si je peux qualifier ça de chance ou de malchance. Ça dépendra de comment chacun interprète. Mais moi, pour ma part, je vais vous dire, dans cette mondialisation actuelle, dans ce contexte de mondialisation, pour ma part, le CFA est une chance pour les pays francophones. Pourquoi? La France, le CFA est une chance actuelle dans ce monde mondialisé, dans ce monde où on ne sait pas où on va encore pour l'instant, dans ce monde où les enjeux sont tellement élevés, où les enjeux sont... Il y a des risques dans ce monde à risque actuel. Je dis bien, je précise. Le franc pour les pays francophones est une monnaie commune. Est une monnaie qui unit les peuples, qui unit les États. Et dans ce monde mondialisé, dans ce contexte de la mondialisation, où les enjeux sont tellement... où les catastrophes sont aux portes des États, le franc devrait être une chance pour les pays francophones. Le franc permet à ces pays d'avoir une relation monétaire, de circuler déjà entre eux, contrairement à la France qui, après la colonisation, a mis cette politique monétaire pour les pays, enfin pour ses anciennes colonies, qui est le franc. Mais la France qui met le franc en place pour ces pays, pour que les pays, ses anciennes colonies, aient une monnaie commune, elle-même à l'époque avait sa propre monnaie, mais n'avait pas de monnaie commune, avait sa propre monnaie au sein de l'Europe. Quand la France elle-même s'aperçoit, c'est mon analyse, on peut ne pas être d'accord avec. Chaque pays européen avait sa propre monnaie. Mais sur le marché, c'était très difficile pour ces pays. Ça veut dire que nous, bien avant, nous qui étaient, enfin les pays, quand je dis nous, les pays francophones qui étaient des pays qu'on considérait comme des départements français,
avait une avance sur la France elle-même qui nous a colonisés. Les pays considérés comme des départements français avaient une avance sur la France même qui nous a colonisés parce qu'on avait déjà une monnaie commune bien avant nos colonisateurs. Les économistes, les chercheurs ont réfléchi et ils ont mis ensemble. Ils ont pensé que dans l'intérêt des pays européens, après de nombreuses guerres qu'ils ont vécues, ils devaient construire cette Europe solide. Ils devaient construire cette Europe solide pour éviter des guerres, des conflits. Ils ont mis en place une monnaie commune qui pouvait les unir, qui est l'euro. Qui est l'euro. J'étais en France quand il y a eu le référendum. Les pays, les populations, les peuples européens ont refusé cette monnaie commune qui est l'euro. Mais les États ont jugé et ont décidé de mettre ensemble cette monnaie qui est l'euro. Mais aujourd'hui, ces populations européennes qui ont refusé l'euro ne sont plus prêts à sortir de cette monnaie commune. Parce que cette monnaie a favorisé la relation entre les pays. La relation entre les peuples européens face aux enjeux. Parce qu'il y a des intellectuels, il y a des spécialistes qui leur expliquent l'intérêt d'être ensemble. Les peuples européens sont unis autour de l'euro. Mais ça ne suffit pas à une monnaie commune, effectivement. Il faut mettre des institutions, une politique commune pour pouvoir protéger cette monnaie. C'est ce qu'il manque au continent africain. C'est ce qu'il manque à la zone franc. C'est ce qu'il manque au CFA. Une politique commune des pays de la zone franc. Une politique commune des pays de la zone franc. Nous n'avons pas de politique d'intégration réelle. Nous n'avons pas de politique commune. Nous n'avons pas d'institutions réelles communes. Nous n'avons pas de projet commun sur le continent. Les pays de la zone franc n'ont pas de projet commun. Ils ne réalisent rien ensemble. Ils ne font rien ensemble. Ils ne financent pas ensemble. Ils ne peuvent même pas entreprendre ensemble. Voilà le problème de l'Afrique. Le problème réel du développement du continent africain, des pays, en tout cas des pays francophones, se trouve à ce niveau-là. Manque de croissance, manque d'emploi, manque de formation, manque de politique commune. Manque d'institutions communes au sein des pays francophones, au sein des pays africains. C'est ce qu'il manque au continent africain. Nous crions, nous faisons de la politique politicienne à parler du CFA. Le CFA serait un frein au développement. Le CFA serait un frein à l'entrepreneuriat. Le CFA serait l'agent du colon. Très sincèrement, je pense qu'il faut que les hommes politiques et les leaders politiques puissent apprendre ce que c'est que l'économie, qu'ils puissent apprendre ce que c'est que les États, qu'ils apprennent surtout la mondialisation. La mondialisation. Nous sommes dans un monde mondialisé. Les enjeux sont colossaux. Seul, on ne peut pas y arriver. C'est ensemble que l'Afrique sera forte. C'est ensemble que l'Afrique sera forte. Et quand nous avons une chance déjà, on peut critiquer cette chance, mais nous avons une chance déjà. Elle peut être critiquée, je dis bien, elle peut être critiquée. Il ne faut pas être dans la contestation pour être dans la contestation. Il faut être aussi dans la construction. On peut critiquer, mais en même temps, on peut le reconnaître que nous avons une chance d'être ensemble, déjà, des pays francophones de la route sous-région, d'être ensemble. Mais de réfléchir ensemble pour mener une politique ensemble, pour relever les défis de demain ensemble. Pour mener exactement, mon frère Zasso. On parle, oui, mais oui, voilà, le colonisateur, les églises, exactement.
Il faut mener des politiques d'ensemble pour réussir ce défi qui est le développement. Je prends un exemple tout simple. Prenons le Burkina Faso, qui est dans l'UEMOA. Aujourd'hui, les enjeux sont énergétiques. On parle de réchauffement climatique. On parle de réchauffement climatique. Les enjeux énergétiques. Nous avons la chance d'avoir du soleil tous les jours de l'année. Nous avons la chance d'avoir un continent qui fournit du soleil. C'est un paradis. Est-ce que l'Afrique francophone a une politique d'ensemble pour pallier, pour penser simplement à cette énergie renouvelable? Ça, c'est une proposition. Est-ce que l'Afrique francophone réfléchit ensemble avec tous les partenaires pour pallier à cette énergie renouvelable qui est une chance pour le continent africain? Ce sont les enjeux. Voilà les défis à relever. Ce sont les défis à relever. Nous avons le Burkina Faso, qui est un pays qui est très vaste, mais en même temps qui a une superficie qui est très plate, où les pays de l'UEMOA pouvaient réfléchir. Par exemple, à un projet commun sur les panneaux voltaïques, les panneaux solaires. Pourquoi ne pas réfléchir dans la zone CFA pour financer des projets au Burkina Faso pour pouvoir fournir la sous-région d'électricité à partir du Burkina Faso? Déjà, nous avons une chance d'avoir des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Il faut penser à ces projets communs. Nous avons le Mali. Pour pouvoir créer de l'emploi au Mali, pour relancer l'économie de la sous-région, parce que nous devons réfléchir ensemble, pas réfléchir individuellement. Nous devons produire ensemble, pas produire individuellement. Aider le Mali à financer des projets dans le céréal. Le Burkina et le Mali pourraient être deux pays de la sous-région producteurs de céréales pour la sous-région. Il faut pallier à l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas le CFA qui nous empêche d'avoir des projets communs. Ce n'est pas le CFA qui nous empêche de construire ensemble. C'est là. C'est là. C'est une question de volonté réelle. De volonté réelle. C'est une question de volonté politique. La France ne décide pas. Ma princesse Sonaki, la France ne décide pas. C'est ce qu'on nous fait croire, que la France décide pour les pays. La France est un partenaire. C'est comme l'Allemagne. L'Allemagne est un partenaire pour la France. La France est un partenaire. La France ne peut pas empêcher. Bien au contraire, c'est un partenaire qui est conscient que l'Afrique est un continent qui fournit de l'électricité. Donc la France ne peut pas empêcher les États de la zone de l'UEMOA, de la CEDEAO, d'avoir un projet commun. Bien au contraire, on n'arrête pas de demander à nos hommes politiques, aux politiques, d'avoir des projets communs. La France est un partenaire. Pour revenir rapidement sur ce que tu viens de dire, ma princesse Sonaki, que la France peut empêcher tout cela. Non. Aujourd'hui, je prends le cas du Maroc, parce qu'on m'a interrogé sur le Maroc. Que le Maroc a sa monnaie et que le Maroc arrive à s'en sortir. La politique économique du Maroc n'a rien à voir avec la politique économique des pays. Les autres pays, au Maroc, on ne sort pas avec de l'argent du Maroc. Tout l'argent reste au Maroc. On ne sort pas avec l'argent du Maroc. Déjà, un. Donc, ça veut dire, il y a des épargnes. Mais pour revenir rapidement sur ce projet de panneaux voltaïques, regarde aujourd'hui le Maroc qui va fournir presque une partie, en tout cas, des pays africains qui va nous fournir de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté des hommes politiques qui ont fait appel à des investisseurs.
Parce que le Maroc n'a pas construit toute cette panoplie des panneaux voltaïques tout seul. Le Maroc a construit un projet avec des partenaires économiques, avec des entreprises, avec les entreprises du secteur public comme le secteur privé, pour pouvoir réussir ce gros projet de fournir en tout cas toute cette partie de la région d'énergie. La France n'a pas empêché le Maroc de réaliser ce projet. La France, c'est un partenaire, bien au contraire, pour le Maroc de participer. La France a participé à ce projet-là. Elle n'a pas interdit le Maroc de réussir son projet. Elle a participé à ce projet. C'est ça le partenariat. Donc vraiment, je voulais appeler, on me parle de l'armée française. Vraiment, l'armée française, je pense qu'on aura un temps, là on parle du CFA, l'armée française, je m'exprimerai sur l'armée française, mais vous me parlez de la dignité de la monnaie. Ce n'est pas une question de dignité, c'est une question de conscience économique, ce n'est pas une question de dignité. Prenons conscience que dans la zone franc, nous sommes capables de réunir notre force ensemble, d'aller convaincre les pays de l'Afrique centrale que d'avoir deux banques, que d'avoir deux banques de la zone franc. On pourrait avoir une seule banque et avoir des projets communs. C'est comme ça l'Europe a réussi. Nous pouvons réussir aussi. Mais il faudrait la volonté des hommes d'État, des États, d'aller convaincre des frères et sœurs d'autre part et se mettre ensemble pour avoir une seule banque que d'avoir deux banques. Nous avons deux banques. L'Afrique centrale a sa banque, l'Afrique de l'Ouest a sa banque. Mais nous pourrons avoir deux banques. Et vous savez, la politique économique, elle est importante aussi, elle se joue aussi sur l'épargne. Il faut réformer les pays de la zone franc. Il faut réformer les pays de la zone franc. Aujourd'hui, vous prenez la population, je pense que la population les habitants, quand on va comptabiliser tous les habitants de la zone CFA, en tout cas de l'UEMOA, de la zone, nous sommes plus de 90 millions, ou bien je ne sais plus si mes données sont vraiment bonnes, d'habitants. Imaginez que chaque habitant, on réussissait à créer de l'emploi et que chaque habitant arrivait à épargner 500 francs. 500 francs qui restaient dans les banques. Chaque habitant arrivait à épargner 500 francs. Ça va bousculer l'économie. Ça va permettre à l'État d'investir dans les secteurs privés. Ça va permettre aux banques d'accorder des crédits parce que l'État aussi s'est construit sur du crédit. C'est comme ça le Maroc a réussi. L'épargne. Il faudrait réformer ces secteurs pour que chaque habitant ait en possession un compte bancaire. Il n'y a pas d'épargnants. Il y a combien d'épargnants aujourd'hui? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Il y en a combien d'épargnants? Combien épargnent en Côte d'Ivoire? Les petits commerçants ont leurs argent. L'argent est à la maison, et dans les caisses, dans les boîtes. L'argent est dans les cantines à la maison. L'argent n'est pas à la banque. Alors, il faut réformer ces secteurs pour que ces petits commerçants qui sont en réalité des épargnants, qui peuvent apporter sur le plan économique à l'État de l'argent conséquent, parce qu'il faut qu'ils épargnent, qu'ils aient des comptes, qu'ils puissent mettre leur argent sur un compte. C'est ce qui permet à l'État de travailler cet argent-là et pour pouvoir avoir une politique économique beaucoup plus forte et beaucoup plus stable. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone, beaucoup n'ont pas de compte d'épargne. Donc, il faudrait que les politiques puissent penser à organiser, à réformer, en tout cas, les sociétés pour que les sociétés puissent avoir des comptes d'épargne. En France, même la politique économique se base aussi sur l'épargne des Français. Nos États ne peuvent pas compter sur nous, malheureusement. Donc, nos États peuvent compter que sur du crédit. Sonaki me pose la question de savoir pourquoi nos monnaies sont fabriquées à l'étranger. L'euro est fabriqué en Allemagne. L'euro n'est pas fabriqué en France. Notre monnaie est fabriquée à l'étranger. C'est une question que Sonaki me pose. Aujourd'hui, nos pays sont instables sur le plan sécuritaire. Je peux juste dire cela sans rentrer dans le mécanisme de comment on frappe la monnaie et comment on ne frappe pas la monnaie.
nos pays sont instables parce que nos démocraties ne sont pas encore stables. À chaque situation donnée, on a des groupes de rébellions qui peuvent venir casser. Simplement, on ne frappe même pas la monnaie sur le continent, mais on arrive à casser des banques pour vider les caisses de l'État. Donc, Princesse Sonaki, imagine simplement quand on frappait la monnaie sur le continent, mais on allait avoir des milliers de groupes de rébellion sur le continent. Parce qu'il y a une instabilité sur le continent. Parce qu'il n'y a pas encore de prise de conscience sur le continent. Parce que les hommes politiques, les intellectuels ont échoué encore sur le continent, n'ont pas encore réussi vraiment à éduquer la population sur le continent. Parce qu'il faut de l'éducation. On ne frappe pas la monnaie sur le continent, mais on casse les banques sur le continent et on vide les banques. On vide les caisses de l'État. Donc, imaginons qu'on fabriquait l'argent sur le continent. Je ne sais pas ce que ça allait donner sur le continent. Je peux juste me limiter à ça sans rentrer vraiment dans cette politique, comment on frappe la monnaie et comment on ne frappe pas la monnaie. Jojo me dit, sister, je reviens à Jojo qui me dit, sister, Jojo, je reviens à la question de Jojo, sister, pourquoi on ne peut pas utiliser le même CFA au Cameroun venant de Côte d'Ivoire? Très bien. Jojo, ça c'est une question que je trouve très intéressante. On ne peut pas utiliser le même CFA, mais nous avons le même franc. Tout simplement parce que les États de l'Afrique de l'Ouest et les États de l'Afrique centrale n'ont pas encore travaillé ensemble pour avoir une seule banque afin d'avoir un seul franc. Parce que c'est ça la difficulté. C'est pour ça que je parlais de projets communs, de politiques communes de la zone franc. Parce que sur le continent, effectivement, c'est une très très bonne question qui est très intéressante. Le franc CFA, la zone franc de l'UEMOA, donc de l'UEMOA, a sa banque, donc il y a la BCAO, et puis en Afrique centrale, ils ont aussi leur banque qui est CEMAC. Donc il faut que les États francophones, puissent trouver des accords, parce que c'est ça, il faut convaincre les uns et les autres pour qu'ensemble on puisse se mettre ensemble, avoir une seule banque, afin d'avoir un seul franc et circuler. La monnaie serait le franc, seul franc, afin de circuler sur le continent. C'est pour ça que je trouve que la question que les gens posent, on sort du franc CFA, non, on doit se mobiliser ensemble, de convaincre les différents partenaires, les différents États, afin que les États de la francophone puissent avoir une seule monnaie, qui est une monnaie commune, le franc, plutôt que de demander à sortir du franc CFA. Parce que l'Afrique centrale a son franc, l'Afrique de l'Ouest a son franc CFA. Donc il faudrait mobiliser, en tant que moi, panafricaine et africaine, voilà le message. Moi je voudrais que vraiment les vrais panafricains, ceux qui sont souciés de cette unité africaine, ceux qui sont inquiets de cette Afrique qui est en train de se perdre, de se mettre ensemble, de sensibiliser, d'alerter les politiques, d'alerter les États, d'appeler les hommes intellectuels, des économistes, à réfléchir ensemble, de renforcer notre front, de renforcer les relations entre les États afin d'avoir un seul franc sur le continent que d'avoir différents francs sur le continent. Parce que l'Afrique centrale a son franc, l'Afrique de l'Ouest a son franc. Voilà un peu comment réfléchir, proposer, alerter, sensibiliser nos États à avoir une politique commune. Ce que j'appelle la politique commune, c'est la politique monétaire, c'est la politique économique, c'est l'investissement. C'est ce qui va permettre à ces États-là d'investir ensemble pour faciliter l'intégration régionale. C'est ce qu'il manque aujourd'hui à l'Afrique francophone. Vous avez, si on était ensemble, si on était capable d'avoir une monnaie commune avec les pays de l'Afrique centrale, on serait capable aussi de construire des chemins communs, de construire des avions ensemble, de construire des voies, des routes ensemble, de vraiment construire cette route qui permet de partir d'Abidjan et d'arriver au Cameroun, de partir du Cameroun et d'arriver au Tchad, de partir du Tchad et pour revenir au Burkina Faso. Ce sont ces projets-là que l'Afrique a besoin, l'Afrique francophone a besoin. Ensemble, c'est ensemble qu'on sera fort. L'intégration régionale, des projets communs, réussir ensemble, investir ensemble. C'est de ça l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin. Nous sommes suffisamment fragiles, nous avons un gros retard, alors que nous avons du potentiel. L'Afrique a du potentiel. L'Afrique est capable. L'Afrique peut réussir. Mais il faut des hommes, des femmes qui ont une réelle volonté d'accompagner
l'Afrique, les pays africains, à réussir le développement, à réussir à stabiliser les États, à réussir la cohésion sociale. Il faut réussir la cohésion entre Africains. La cohésion entre Africains. Et c'est pour cela que je ne me réclame pas de ce panafricanisme qui est insolent, qui est arrogant, qui insulte tout le monde, qui insulte ses partenaires. Non, je me réclame d'un panafricanisme qui est dans la construction d'une Afrique forte, la construction d'une Afrique prospère, la construction d'une Afrique d'amour, la construction d'une Afrique harmonieuse. Je peux que sensibiliser la jeunesse, je peux que alerter les États à organiser la jeunesse africaine, à prendre leur daba en main, à prendre leur machette en main, être des entrepreneurs, réussir. Vous voyez, je vais juste prendre l'exemple, comme m'a interpellé quelqu'un, l'exemple de, avant je vois Kuya Nyekpa qui me pose la question, faut dire aux Ivoiriens qu'il est bon de penser à une nouvelle monnaie, mais que cela ne sera pas possible uniquement par le biais l'Afrique a besoin de renforcer, moi, à mon frère Kuya Nyekpa, pour moi, pour ma part, je pense que l'Afrique francophone a besoin de renforcer sa monnaie, a besoin de renforcer le franc, a besoin de se mettre ensemble, à trouver des accords comme le fait l'Europe. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, je dis ça peut être une chance. Merci Monsieur Joël Ungo, merci pour votre message. Ça peut être une chance et ça peut être interprété autrement. Même le pays colonisateur qui est la France, s'est retrouvé en dernier à participer à une monnaie commune, bien avant que l'Afrique déjà, nous les pays francophones, on avait déjà une monnaie commune. Donc aujourd'hui, le franc peut être une chance pour les pays francophones, à condition que des hommes et des femmes de bonne volonté, de réelle volonté, aient un projet commun, une politique commune pour pouvoir renforcer cette relation régionale. Seul gage pour la survie de l'Afrique noire, je le répète, seul gage pour la survie de l'Afrique noire, parce que l'Afrique aujourd'hui est la proie des pays de l'Asie, est la proie de l'Amérique, et encore pire, est la proie des pays du Golfe. Si l'Afrique n'est pas capable de s'unir autour des projets communs, on repartira dans une forme comme l'ignore notre frère Kémy Séba, mais on sera encore des esclaves des pays du Golfe. Et là, c'est encore pire. Être esclave du pays du Golfe, je pense que si ceux qui connaissent vraiment l'histoire de la colonisation le savent vraiment, l'Afrique noire est en pète si elle n'est pas capable d'avoir un projet, l'Afrique francophone n'est pas capable d'avoir des projets communs. Donc il faut vraiment consolider, il faut encourager les États. Il ne faut pas les vilipender, même si on n'est pas d'accord avec eux. On peut discuter avec les États si on n'est pas d'accord avec eux. On peut leur apporter des propositions, étant même de la société civile. Et moi je suis convaincu, je crois, et depuis quelque temps, j'y pense, je crois, je suis convaincu que même les États qui sont nos chefs d'État, nos dirigeants, en tout cas nos dirigeants, seront disponibles à discuter avec vraiment la société civile. Nous pouvons les aider à réussir aussi cette politique d'intégration. Nous pouvons les aider à réussir aussi à avoir des projets communs. Donc il est de notre devoir, nous en tant que société civile, en tant qu'Africains, en tant que panafricains, d'alerter, d'interpeller nos États, tout en respectant nos institutions, quelles que soient, même si elles sont pas... nos institutions, si elles sont fragiles, nous pouvons les respecter et interpeller nos chefs, nos dirigeants, afin de construire cette politique commune qui est la politique de l'intégration, qui est la politique de l'investissement, c'est la politique de création d'emplois pour la jeunesse, qui est la politique commune de l'intégration, la politique commune de la création d'emplois pour la jeunesse africaine, la politique commune de la relance économique et la politique commune qui est la politique, Merci à cette volonté politique commune de la croissance économique pour pouvoir permettre de stabiliser nos États, nos économies, pour pouvoir investir et réinvestir dans des projets qui sont des projets de société. Je prends un exemple du Ghana. Voyez, le Ghana qui est juste à côté de la Côte d'Ivoire, tu penses que nos dirigeants pensent à nous?
je pense que nos dirigeants têtés, nos dirigeants sont pas aussi bêtes comme on le croit. Ils pensent à nous, mais ils attendent aussi de nous qu'on puisse leur ouvrir la porte du dialogue. Et c'est ce qu'ils attendent de nous, nos dirigeants. Il faut arriver, cette nouvelle génération, ce panafricanisme intelligent, ce panafricanisme de la construction. Il faut que nous arrivions à nous maintenant, parce que attendre la main à nos États, elle leur dit, venez à la discussion, nous voulons discuter avec nous, nous sommes capables de vous apporter, nous sommes capables de construire avec nous, mais ne restons pas dans la construction, nous sommes capables de construire avec nos dirigeants. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin, d'avoir ses fils et filles capables de construire avec ses dirigeants, même si on n'est pas d'accord avec nos dirigeants. Ne confondons pas notre idéologie politique et le développement économique et le développement social de nos sociétés. La politique, notre idéologie, elle est idéologique et le développement du continent, de notre continent est social. C'est de l'intérêt. C'est comment on peut pas suivre un dirigeant parce qu'on l'aime, mais on est obligé de construire ensemble parce qu'on n'a pas de choix que de construire ensemble. Et c'est ça que je voulais vraiment parler avec vous. Les gens sont dans un panafricanisme radical qui voit des ennemis partout. Effectivement, c'est ce qui est dommage. Je pense que il faut, moi, ces gens qui sont dans ce panafricanisme, ce panafricanisme radical, je suis beaucoup inquiète parce que je me pose vraiment la question, qui sont-ils? Quand on aime l'Afrique, on veut participer à sa construction. Quand on aime l'Afrique, on veut l'aider à réussir. Quand on aime l'Afrique, on veut plus de cette, on veut pas qu'elle saigne. Quand on aime l'Afrique, on ne veut pas qu'elle pleure. Donc, c'est panafricanisme qui appelle à la violence, qui appelle à la destruction, qui appelle à l'arrogance, qui appelle à la surrection, tout le temps, à des manifestations, à des émeutes. Ce panafricanisme, pour moi, c'est un panafricanisme qui est destructif parce que pour stabiliser les pays, il faut arriver à cet équilibre. Chaque fois qu'on déstabilise nous-mêmes, nos propres pays, on ne pourra pas, même quelle que soit la monnaie qu'on ait une monnaie, on ne pourra pas réussir le développement parce que les pays sont toujours déstabilisés. Donc, il y a un équilibre. Une fois qu'un pays est déstabilisé sur le plan même social, il y a un équilibre. Il y a un déséquilibre monétaire. Il y a un déséquilibre. Donc, c'est important de réussir l'équilibre de nos États, nous-mêmes en tant que panafricains, mais intelligents. Il faut qu'on arrive à réussir ensemble cette Afrique harmonieuse, à la construire ensemble. Et je pense qu'il est important. Je vais prendre l'exemple de... Il y a une personne qui m'a posé la question qui a comparé vraiment, et ça m'a beaucoup peiné, dans toutes les injures, la seule injure qui m'a beaucoup peiné, c'est quand j'ai vu un commentaire d'une personne qui a comparé Kémy Séba à Thomas Sankara. Et je voulais vraiment, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour ce grand homme qui est Thomas Sankara, chacun peut porter son jugement, mais je ne l'ai pas connu, moi, Thomas Sankara, quand il mourait, j'étais toute petite. Mais dire que il ne faut pas comparer les torchons et les serviettes, c'est pas possible. Je vous en prie, vous pouvez m'insulter, ça ne me dérange pas, mais n'insultez pas la mémoire de Thomas Sankara. N'insultez pas la mémoire de Patrice Lumumba. Kémy Séba n'est pas Patrice Lumumba. Kémy Séba n'est pas Thomas Sankara, non. Thomas Sankara n'a jamais brûlé un pied de banque. Thomas Sankara a permis à la jeunesse burkinabé de retrousser ses manches, de prendre la roue, de prendre le daba, la machette, pour aller cultiver. Thomas Sankara a permis à la jeunesse burkinabé la discipline, le travail. C'est ça Thomas Sankara. Il a réussi en 5 ans à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Thomas Sankara n'est pas Kémy Séba, et Kémy Séba ne sera jamais Thomas Sankara. Insultez-moi, il n'y a pas de problème, je l'admets, mais n'insultez pas la mémoire de Thomas Sankara. Je vais vraiment vous le demander. N'insultez pas la mémoire de Thomas Sankara, parce que il était dans la construction, dans le développement, accompagner comment réussir à organiser la jeunesse, à se prendre en charge, comment réussir à organiser la jeunesse, à cultiver plus de riz, à aller construire des routes avec leurs muscles,
sans engin, sans engin, avec leurs muscles, avec leur intelligence. Il a porté l'intelligence et la fierté. C'est que le courage de la jeunesse, il a mobilisé cette jeunesse burkinabé à prendre courage et à aller construire des routes avec leurs mains. Il n'a pas été financé par les pays du Golfe. Parce que Thomas Sankara, lui, il sait ce que c'est que la colonisation. Il sait comment les pays arabes ont massacré le peuple noir. Ne le combattrez plus jamais à Thomas Sankara. Donc vraiment, je voulais juste faire un bref sur ce sujet-là. Et vous dire, j'ai été très longue, il me semble, et terminer sur le fait que pour moi, en tout cas, je vais conclure pour moi, on peut réussir, en tout cas dans la zone franc, à consolider nos moyens, nos forces ensemble avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, à les convaincre les autres pays anglophones, mais qui sont dans l'Afrique noire, à se mettre ensemble pour avoir une monnaie commune. Regardez le cas du Ghana. Encourageons, comme la question m'a été posée tout à l'heure, oui, comment on peut réussir. Oui, on peut réussir parce que le Ghana a eu une politique d'intégration, le Ghana a eu une politique économique, surtout le Ghana a ouvert une banque qu'on appelle la banque d'investissement de la diaspora. C'est ce qui a permis à la diaspora ghanéenne à investir, à épargner dans cette banque au Ghana, qui a permis à vraiment mettre ensemble les épargnes de la diaspora ghanéenne, qui a contribué à donner du crédit à certaines personnes qui sont, en tout cas de cette banque, issues de cette banque-là, qui se sont souscrits à cette banque-là, à pouvoir avoir des crédits pour pouvoir financer leurs projets. C'est ce qui a fait aujourd'hui que le Ghana est très autonome. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on disait? Tu es tombé comme Ghana. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que tu es tombé comme Ghana. Parce qu'il y a eu des hommes et des femmes. Il y a eu une volonté réelle de politique ghanéenne à mettre en place une politique économique, à permettre à la diaspora. Parce que la diaspora ghanéenne, c'est elle qui accompagne les projets sur le plan dans les secteurs privés au Ghana. La diaspora ghanéenne, elle a une banque de la diaspora. La diaspora nigérienne, elle a une banque de la diaspora. La diaspora marocaine, elle a une banque de la diaspora. Donc il faut amener nos États à réussir. Comment les autres ont réussi? Mais ce n'est pas de dire de sortir d'une monnaie pour aller dans une autre monnaie. Quelle monnaie? Dans une monnaie, quelle monnaie? On va dans une monnaie d'un pays du Golfe. On va, parce que la monnaie, je vais vous dire la monnaie. On a que 10 monnaies d'échange sur le marché. On échange avec qui? Quand on sort du CFA, on va où? On va échanger avec un pays arabe. Simplement, vos propres frères noirs qui vivent dans ces pays arabes, comment ils sont traités? Vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là. Je remercie tout le monde. Mais brûler le billet des banques t'a permis de nous expliquer ton opinion aujourd'hui. Merci. Mais écoutez, j'avais toujours pensé m'exprimer vraiment sur le franc CFA, mais voilà, comme c'est d'actualité, donc j'en ai vraiment... c'était une occasion. Depuis très longtemps, j'y songeais, j'y pensais comment aborder ce sujet du franc CFA, mais c'était l'occasion, comme c'était d'actualité, donc il fallait vraiment... voilà, parler du CFA, ça tombait très bien, il fallait parler du CFA, et je vais conclure, comme je l'ai dit, je vais conclure. Je n'ai rien contre la personne de Kémy Séba, qui est un frère noir, même si je ne suis pas d'accord avec ses pratiques, parce que je le dis, je le répète, j'ai qualifié vraiment ce comportement de voyeurisme, parce que je ne peux pas, je peux que condamner, et je ne peux pas soutenir des personnes sur le continent qui provoquent des émeutes. Je ne peux pas soutenir des personnes sur le continent parce qu'ils ne sont pas d'accord, qui créent du désordre. Je ne peux pas soutenir des personnes. La contestation ne veut pas dire qu'il faut créer du désordre. Une contestation, elle est sociale, elle se veut pacifique. Elle n'est pas d'agresser les institutions, elle n'est pas de casser les banques, elle n'est pas de brûler des billets des banques. Je ne suis pas d'accord et je ne peux pas soutenir Kémy Séba sur ce plan. Je n'ai pas soutenu la rébellion dans mon pays qui a cassé les billets des banques. Je pourrais me réjouir pour dire, comme je n'aime pas le CFA, il y a une rébellion qui a cassé des banques et qui a sorti plein de billets des banques. Je vais me réjouir. Vous voyez, c'est là le paradoxe un peu de ce côté panafricanisme. Je ne sais pas comment on le qualifie en fonction de notre intérêt personnel. Parce qu'on ne peut pas condamner des gens qui cassent des billets des banques parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un chef d'État et en même temps encourager une personne qui n'est pas contente à dans un pays brûler un billet des banques. Je pense que le comportement de Kémy, c'est pas vraiment rime un peu à du voyeurisme. Et moi, je ne peux pas soutenir le voyeurisme. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas le soutenir soutenir son comportement. Par contre, je peux que apporter un message aux autorités
au Cameroun, sénégalaises, aux autorités sénégalaises. Il a commis une indélicatesse. Il a commis une offense aux institutions. Parce que j'entends beaucoup dire qu'un billet de banque, c'est son argent, il peut le brûler. Le billet de banque n'est jamais à nous. On nous le prête. On l'utilise comme on veut. Mais il ne nous appartient pas, il appartient à la banque. On ne brûle pas un billet de banque. Quand on brûle un billet de banque, même en France, même dans un pays africain, on n'est poursuivi par la justice. On est poursuivi par la justice. Des gens qui me disent que Gainsbourg a brûlé un billet de banque. Gainsbourg a été poursuivi par la justice française. Il a payé une lourde amende. Renseignez-vous un peu. Il a payé une lourde amende. Et Gainsbourg, c'était un alcoolique. C'était un grand chanteur alcoolique. On le connaît, Gainsbourg. Il fume le pétard. Donc vous n'allez pas me dire que Kémy Séba serait un alcoolique comme Gainsbourg. Il serait un film de pétard comme Gainsbourg. Voyez, je ne peux pas, je pense que Kémy Séba est très intelligent, il a une gueule de quelqu'un d'intelligent, et il a été débordé par ses émotions, par ses événements. Bon, par moment, il a envie de se faire remarquer, donc il voulait essayer un truc pour qu'on parle de lui, mais il a essayé la mauvaise chose. Il pourrait brûler son habit, il pourrait se mettre en flamme pour dire, ou bien j'ai fait une grève de la faim, voilà, des choses comme ça. Ou bien tout simplement sortir tous les mois 1 million, parce que il gagne nettement bien sa vie, il est bien financé, sortir 1 million de francs CFA par mois et puis aller partager à des familles en grosse difficulté au Sénégal. Tous les mois, pour dire, en guise de contestation du franc CFA, j'ai décidé tous les mois de donner 1 million de francs CFA, de distribuer 1 million de francs CFA à des populations qui souffrent. J'ai reçu une vidéo d'une personne que j'ai trouvée très très intéressante qui m'a envoyé sa vidéo, un messager que je trouvais très drôle, mais en même temps très intéressant, où il a pris un billet de francs CFA et il a dit clairement, un billet de 2000 francs CFA, j'ai 2000 francs CFA, même si je n'aime pas le CFA, je ne peux pas le brûler, je préfère le garder sur moi et le donner à une famille qui a besoin de 2000 francs pour acheter des beignets. Vous voyez, ça c'est un geste d'amour. C'est ça aussi le panafricanisme. Et j'ai trouvé cette vidéo très, très touchante qu'il m'a envoyée, très touchante. Si la personne me suit, j'ai reçu la vidéo. Merci beaucoup. Elle m'a fait rire en même temps. Je l'ai trouvée très intéressante et remplie de beaucoup de messages d'espoir que sur le continent, il y a encore des hommes et des femmes qui ont envie de construire ensemble. Mais pas de déconstruire ensemble. Parce que c'est ce qui est important, construire ensemble, mais pas de déconstruire ensemble. Donc, je voulais vraiment juste, comme je le disais, attirer votre attention et surtout m'adresser aux autorités sénégalaises. Dans le cas de Kémy Séba, je demande une relaxe effectivement pour Kémy Séba qui a posé un geste qui est désobligeant, qui a offensé les institutions d'un pays tiers. Et donc, je demande une relaxe, mais une peine, vraiment une peine d'intérêt général. Voilà, il faut le sortir des prisons, mais lui donner une peine d'intérêt général. Kémy Séba aime l'Afrique, il a envie d'apporter quelque chose à l'Afrique, il faut l'aider, il faut lui apprendre ce que c'est que la culture africaine. Il est strasbourgeois, il est né en France, donc il ne maîtrise pas encore bien la culture africaine. On ne peut pas jouer le Che Guevara, aller en Afrique et puis faire le Che Guevara. Il n'est pas Che Guevara. Donc je veux vraiment que les autorités sénégalaises puissent avoir soit indulgent, accorde une relaxe à Kémy Séba, mais qu'il fasse des travaux d'intérêt général. Les travaux d'intérêt général. De donner 6 mois de travaux d'intérêt général à Kémy Séba et à son organisation ou à son groupe d'amis qui le filment et qui les balance sur les réseaux sociaux. 6 mois de travaux d'intérêt général. Moi, c'est ma proposition de peine. Il faut le sortir des prisons, mais donner 6 mois de travaux d'intérêt général. Kémy Séba va aller dans les villages sénégalais, il va aller arroser le potager, il va aller cultiver de la tomate. En 6 mois, il a récolté de la bonne tomate fraîche qu'il va apporter, qu'il va partager à des populations et apprendre à cultiver le riz, aider les paysans au marécage. Ces 6 mois de travaux d'intérêt général apportera énormément à Kémy Séba sur le plan culturel, sur le plan africain et sur le plan de solidarité et sur le plan du panafricanisme. Et aussi lui donner une amende de
3 millions de francs CFA qu'il va distribuer, qu'il va apporter, en tout cas à ces villageois qui sont dans les petites campagnes reculées du centre-ville des grandes villes. Il pourra leur partager, en tout cas, 3 millions de francs CFA qu'il va partager à des populations qui sont dans les villages reculés. Voilà, donc vraiment, je demande aux autorités sénégalaises une relaxe de Kémy-Séba, mais une peine d'amende de 6 mois. Il va cultiver son potager de tomates dans les campagnes, il va arroser les potagers, accompagner les paysans à faire du marécage, et 3 millions de francs CFA qu'il va partager à des familles en grosse difficulté qui sont dans les campagnes reculées. Donc voilà le mot de la fin. Très sincèrement, je remercie toutes ces personnes qui m'ont suivi. Je remercie ceux qui vont me suivre à nouveau. Et je vous dis que l'Afrique sera beaucoup plus forte si ensemble nous encourageons notre jeunesse africaine à prendre les dabas, les machettes, à cultiver, à les orienter à l'entrepreneuriat, à les aider à financer des petits projets, des micro-projets pour pouvoir développer sur le plan alimentaire, cultiver le vivrier. Et surtout, nous qui vivons dans la diaspora, nous sommes un relais, nous sommes aussi une chance pour les entreprises africaines. Comment penser à réussir? Le Maroc arrive aujourd'hui dans tous les magasins, des grands magasins, que ce soit Auchan, Carrefour, Casino, Monoprix, on trouve tous les fruits et légumes venant du Maroc. La question économique est la politique économique est une volonté réelle des États à réussir la croissance, le plein emploi, l'équilibre, à aider, à financer, à accompagner les projets réels de développement. Je vous remercie à tous. Merci à tout le monde. Je vous dis à très, très, très bientôt. Bye bye. Votre sœur, même si vous ne le voulez pas, je reste votre sœur. Allez, bye bye.